Bon, merci d'être là. Alors, donc j'ai le plaisir de vous présenter Guillaume de Faguillier, qui va vous présenter un travail sur les réseaux de construction, de la théorie à l'empirie. En fait, je ne connais pas du tout Guillaume et je lui ai proposé de venir justement pour le connaître. Et j'ai juste du vent de son travail parce qu'il a été nommé à l'Institut universitaire de France cette année. Donc, il est un nouveau membre de l'Institut universitaire de France sur un projet. Alors, je l'ai écrit et lui-même ne connaissait pas le titre par cœur, donc vers une grammaire de construction distributionnelle. Et le, le peu que j'avais comme description du projet me semblait très intéressant. Je pense que c'est une personne à rencontrer. Donc, il est à Paris 8, il n'est pas loin. Et ce qui fait, je crois, intéresse pas simplement le groupe de lexicologie, mais en fait pas mal de monde à l'intérieur de la TIF. Donc, Merci Alain et merci donc aux membres de la TIF de m'inviter. Pour moi, c'est un peu valeur de pèlerinage aujourd'hui, puisque la TILF, bien entendu, c'est plein de belles références pour la linguistique de corpus. Donc, je suis vraiment très honoré et très très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un domaine, je suis prêt à parier que la plupart d'entre vous le connaissez mieux que moi. Donc en fait, pour moi, c'est un domaine expérimental, c'est-à-dire représenter les constructions grammaticales dans le cadre des grammaires de construction sous forme de réseau et utiliser pour ça la théorie des graphes. C'est toujours quelque chose, j'ai assez peu publié pardon, sur la question, mais je m'y intéresse depuis pas mal d'années. Et en fait, à chaque fois que je fais un article sur les grammaires de construction, j'ai pour moi, à côté, un fichier dans lequel je réfléchis sur comment est-ce qu'on pourrait représenter, les constructions en réseau. Voilà le plan de l'exposé aujourd'hui. Je vais vous parler des réseaux et notamment de leurs prétentions théoriques à la lumière des grammaires de construction et je vous parle un petit peu de la théorie des graphes et très vite on va aller dans 3 études de cas, l'alternance dative, la construction adjective as groupe nominal en anglais et une construction, qui marque le stance en anglais. Et puis je vous parlerai des prolongements qui, pour le coup, sont plus dans le cadre de mon projet IUF. En fait, quand Alain m'a invité, il m'a donné carte blanche sur ce que je voulais présenter. Je me suis dit: «Vu que je vais à la TILF, j'aurai très certainement besoin du feedback des collègues présents». Donc je vais, c'est dans une optique assez, utilitariste. Je me suis dit: «Je vais y aller pour, à la fois montrer, mes recherches, mais aussi poser des questions et voir un petit peu quelle est votre opinion sur la façon dont on peut représenter des constructions en réseau. Et je savais pas du tout qu'Alain était intéressé par ce que je faisais, donc le versant plus distributionnel, agrémenté d'une dose assez élevée de deep learning, parce que c'est à la mode, mais j'aime pas trop le terme à la mode, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on peut faire en deep learning, notamment pour l'apprentissage semi-supervisé des constructions dans des grands corpus. Donc j'essaierai d'en parler. S'il y a des questions, éventuellement, j'ai prévu un deuxième jeu de diapositives pour vous montrer un petit peu plus précisément ce que je fais. Donc je travaille dans le domaine de la linguistique cognitive, hein, c'est mon cadre théorique. À la base, je fais de la linguistique théorique. Ces dernières années, je me suis vraiment orienté dans la linguistique de corpus, notamment dans l'étayage empirique des thèses de la linguistique cognitive. J'aime bien me dire qu'il y a eu 2 générations en linguistique cognitive. Il y a une première génération qui était très intuitive, avec des intuitions fondamentales. Donc si vous êtes familier avec la linguistique cognitive, vous en connaissez certaines. Donc il y a des thèses très cognitives qui m'intéressent assez moins. C'est-à-dire donc le langage, n'est pas un module séparé des autres, compétences, cognitives. Mais il y a aussi d'autres thèses qui sont, très intéressantes comme voilà, plus une forme est, fréquente en corpus, plus elle va être ancrée. C'est une thèse qui est mise en avant par les théories exemplaristes, qui commence à être attaquée notamment par d'autres travaux comme ceux de Gerhardt ou ceux de Hans-Jörg Schmidt, qui montrent aussi qu'il y a d'autres phénomènes qui entrent en jeu, comme le phénomène de science. C'est pas parce qu'une forme est fréquente qu'elle va être nécessairement plus ancrée. Il y a aussi des formes qui sont peu fréquentes et qui sont aussi ancrées. Et dans les autres intuitions qui traînent depuis pas mal d'années en linguistique cognitive, il y a l'idée que la compétence grammaticale est instanciée par des constructions et ces constructions sont stockées sous forme de réseaux dynamiques. Donc là, vous avez une référence ici aux travaux de Langacka 87 qui parlait donc véritablement de la compétence linguistique, qui le décrit en termes de réseau où les nœuds
correspondent à des entités conçues et les arêtes à des relations entre ces entités. Ce que j'aime bien ici dans cette citation, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire que Langacker, intuitivement, se rend bien compte que tout ce qui relève des phénomènes linguistiques, c'est en gros, c'est le bazar et que c'est très difficile de les faire rentrer dans un réseau très sage, well-behaved network. Donc cette idée, en fait, j'ai choisi une au hasard. Il y en a des dizaines des références à cette idée de réseau dans la grammaire cognitive de Langacker. Euh, il y en a aussi énormément dans les grammaires de construction. J'en ai pris une ici dans un article de Goldberg de 2003, qui est un article de vulgarisation des grammaires de construction. Où donc Goldberg 95, si vous l'avez lu, c'est véritablement une entreprise typologique. Donc elle essaie de classer des constructions en familles. Et pour filer cette idée pour filer cette métaphore de la famille, elle insiste beaucoup sur la notion d'héritage, c'est-à-dire que les constructions sont en réseau et les liens qui unissent ces constructions sont des liens d'héritage. Donc elle a ensuite exprimé cette idée-là sous forme de réseau. Donc les constructions, il y a bien des relations d'héritage entre les constructions dans la compétence grammaticale, ces constructions forment un réseau qu'elle appelle le Constructicon, donc l'inventaire des constructions. C'est-à-dire qu'elle, voilà, c'est pas juste des mots qu'on a dans notre compétence grammaticale, mais ce sont des constructions, sachant que pour Goldberg, l'idée a évolué, mais même un mot tout seul ou même un morphème, c'est une construction dans la mesure où c'est un assemblage symbolique de forme et de sens. D'accord. Donc c'est vraiment, comme elle le dit elle-même, c'est It's constructions all the way down. La linguistique cognitive, donc, il y a deux époques. Il y a la première génération, puis il y a peut-être une deuxième génération qu'on est en train de vivre. Et cette deuxième génération de la linguistique cognitive est selon moi beaucoup plus empirique. Je suis l'actuel président de l'Association française de linguistique cognitive et je suis très gêné quand on me demande de justifier l'adjectif cognitive parce que je trouve que on est en train finalement de se déplacer d'un cadre très théorique à un cadre qui est véritablement empirique, à tel point que dans les conférences de linguistique cognitive maintenant, on revient très très peu aux fondements théoriques de cette théorie et on va plus aller directement dans l'analyse des données, que ce soit des données de corpus ou des données de type expérimental, mais justement pour étayer les intuitions fondamentales qu'il y a eu en première génération. Et c'est à peu près ce que je vais essayer de faire ici, de manière assez exploratoire. Donc je n'ai pas la prétention de dire que ce que je vais présenter ici, c'est définitif sur les réseaux. C'est juste, ça fait partie de processus naturel. Voilà, je suis l'évolution de cette deuxième génération linguistique cognitive qui consiste à se dire, on ne peut plus utiliser maintenant des concepts fondamentaux sans au moins essayer de les étayer empiriquement. Ce que je voudrais étayer empiriquement aujourd'hui avec vous, c'est cette idée de réseau de construction. Est-ce qu'on peut projeter des réseaux de construction? Bien sûr qu'on peut. Les corpus et la technologie et les outils informatiques le permettent, mais c'est surtout, est-ce qu'on peut en faire sens? Est-ce qu'on peut utiliser les réseaux pour répondre à nos questions de linguiste? Donc c'est véritablement en linguiste aujourd'hui que je vais vous parler. Donc prototypiquement, dans les réseaux de construction tels qu'ils sont exprimés ou décrits théoriquement, les réseaux, c'est une heuristique, les réseaux, c'est une métaphore pour rendre compte de la typologie des constructions. Donc là, j'ai représenté ici sur cet écran quelque chose de très basique et de très générique. Vous voyez des constructions qui sont reliées par donc les constructions sont des nœuds, elles sont reliées par des arêtes, et ces arêtes, c'est au linguiste d'en faire sens. Même finalement, la délimitation de la construction, c'est au linguiste de l'étayer. Donc ces arêtes, ce serait chez Goldberg, par exemple, des liens d'héritage, inheritance networks. Mais je vais montrer par la suite que dans un point de vue lexicographique, on peut aussi lui donner un autre sens. Voilà un exemple, alors c'est tout petit, hein, je suis désolé, mais finalement c'est pas forcément destiné à être, enfin, si je pourrais zoomer, ça c'est la construction is-to en anglais, qui a été étudiée par Goldberg et Van der Auwera, pas facile à prononcer. Vous voyez ici la construction, alors, je vais essayer de zoomer au maximum. Vous avez la construction avec l'assemblage de formes et de sens. Ici, on a deux strates de sens. Savoir qu'en linguistique cognitive, la sémantique et la pragmatique, c'est dans un continuum. On ne le sépare pas nettement. Et cette construction se situe dans un réseau d'héritage. Donc, si vous voulez en lire le détail, il faudra lire l'article. Mais on voit qu'elle est reliée, par exemple, aux constructions modales avec auxiliaire en anglais, à la construction sujet-prédicat, construction plus générique
auxiliaires qui contiennent les nice properties. Donc, vous voyez, c'est assez structurel. On a ici un réseau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici des petits clusters, d'accord? Et chaque cluster va être relié par une arête. Et on va voir que c'est une propriété quand même assez intéressante parce que ça définit ce qu'on appelle les graphes dits petits mondes. Vous avez des réseaux qui sont organisés en grappes et ces grappes sont reliées par quelques arêtes qui vont diminuer leur coefficient de clustering. D'accord? Donc ça, c'est un exemple vraiment très générique d'application typologique des réseaux. Un autre exemple, ça c'est, alors j'ai essayé de le reconstruire, c'est à partir de Langacker 87, où il expliquait notamment toutes les formes, donc ici vous avez les allomorphes du pluriel qui sont sur cette zone-là, d'accord? Donc les allomorphes du pluriel en anglais, je dis bien. Puis vous avez un exemple concret, donc notamment leaf en anglais, la feuille, qui va avoir une forme en leaf, qui au pluriel va aller recruter cet allomorphe qui va vous donner leaves. D'accord? Donc même en morphologie, ici, Langacker s'est appliqué à utiliser la représentation en réseau. Ceci dit, on est bien d'accord que c'est une représentation hyper intuitive. C'est le travail du linguiste tout seul dans son bureau qui va essayer de modéliser ça sous forme de réseau. Donc là, on est véritablement dans le domaine heuristique, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout d'étayage empirique. C'est quelque chose, on est vraiment dans le purement théorique. Donc ce qui m'intéressait quand j'ai vu ça, c'est que je me suis posé la question, je me suis dit: «Bon, essayons d'étayer, l'idée de réseau de manière empirique» et puis vu que je travaille dans les grammaires de construction, que je travaille dans le domaine de la linguistique de corpus pour étayer ça, les grammaires de construction, essayons de voir ce qu'on peut en faire. Donc je me suis intéressé à la théorie des graphes. J'imagine que, bon nombre d'entre vous aujourd'hui connaissent la théorie des graphes. Pour ceux qui le connaissent pas, donc il y a la théorie des graphes, on a coutume de dire que ça a commencé avec le problème des ponts de Königsberg. Donc, vous avez donc cette ville qui est maintenant la ville de Kaliningrad, qui est répartie en 4 quartiers. Là j'ai mis 3 quartiers, mais en fait non, il y en a bien 4 qui sont séparés. Ah non, parce qu'il y a, voilà, il y a l'île Knipehof qui est au milieu. Et donc vous avez les quartiers qui sont délimités par la Prégolia. Donc ces quartiers sont A, B et C, et ces quartiers sont reliés par 7 ponts. Donc le problème, l'énigme qui se posait, c'est existe-t-il un itinéraire tel qu'un piéton n'aurait à emprunter chaque pont qu'une seule fois pour passer par tous les quartiers de la ville? Et c'est Leonhard Euler qui a posé les bases de la réponse en remplaçant chacun des 4 quartiers par un nœud et chaque pont par une arête, de manière à obtenir un graphe. Et le graphe, le voici. Vous voyez bien ici en rouge les différents quartiers de la ville de Königsberg, et puis numérotés en jaune, vous avez les arêtes. Alors il s'est rendu compte que les nœuds qui comportent un nombre impair d'arêtes ne peuvent être que des points de départ ou des points d'arrivée. Ça c'est logique. Et qu'un chemin continu traversant tous les ponts ne peut avoir qu'un seul point de départ et un seul point d'arrivée. Et par conséquent, ce chemin ne peut pas être tracé sur un graphe comportant plus de 2 nœuds reliés à un nombre impair d'arêtes. C'est exactement ce qu'on a ici. Pourquoi? Parce qu'on a 4 nœuds qui sont reliés à un nombre impair d'arêtes. Donc Euler a montré que l'itinéraire recherché est impossible. Donc ça a posé les bases de la théorie des graphes. Il y avait une méthode forte, donc ça c'est la réponse d'Euler, il y avait la méthode forte en 1875, il y a un nouveau pont qui a été construit entre le quartier A et le quartier C. Donc ça a eu pour conséquence de rendre cet itinéraire possible. Mais bon voilà, c'est pas une solution qui nous intéresse ici. Même si on parle de grammaire de construction, la construction d'un pont c'est autre chose. Donc depuis, la solution de Euler a été formalisée, mais ce qui a suscité l'intérêt des chercheurs, c'est pas tant la réponse, c'est la façon d'arriver à cette réponse, et apparemment ça aurait donné naissance à la théorie des graphes. Donc les graphes, quand on parle de graphes, on parle souvent de graphes aléatoires, notamment après les travaux de Erdős et Rényi en 59. Vous avez ici la représentation d'un graphe aléatoire où tous les nœuds ont la même probabilité d'être reliés par des arêtes et ils sont positionnés donc de manière aléatoire, ce qui donne le nom au graphe aléatoire. Les graphes aléatoires, ça s'applique pas vraiment, ça s'applique même très très mal aux phénomènes linguistiques, parce que nous on sait très bien que les phénomènes linguistiques suivent des distributions très particulières. Et notamment, les distributions qui nous intéressent, ce sont des distributions de type Zipf-ienne. Bon, en l'occurrence, c'est quand vous vous placez au niveau de la distribution lexicale, on est véritablement dans une optique zipfienne notamment. Je préfère retenir parce que zip, c'est assez contraint. Donc là, par exemple, vous avez ici
Comme illustration, vous avez, c'était la distribution des mots en fonction des genres dans le British National Corpus, qui est mon corpus de référence. J'aime beaucoup Frontex, hein, mais comme je suis angliciste, je travaille, principalement sur le British National Corpus qui commence à vieillir. Heureusement, ils en ont sorti un autre, le BNC 2014. Ce que je retiens, c'est plutôt ce que nous dit, Kilgarriff, en 2005, que les mots n'agissent jamais de manière aléatoire dans une phrase ou dans un texte et encore moins, ça c'est moi qui l'ajoute, dans une construction. Donc, Kilgarriff 2005, c'est l'article que je donne toujours aux étudiants en linguistique de corpus. Je commence par ça. Je dis: «Vous lisez cet article et on commence les choses sérieuses la semaine prochaine». Je ne sais pas si vous connaissez cet article, hein, pour nous, il est vraiment très, très connu. C'est le meilleur titre en plus qu'on puisse donner à un article. Enfin, c'est vraiment, si je pouvais l'encadrer, chez moi, je le ferais. C'est «Language is never, ever, ever random». J'adore ce titre. D'accord, donc c'est une réflexion très poussée sur la notion d'aléatoire où en fait Kilgarriff nous dit: «C'est intéressant parce que dès qu'on utilise des statistiques, les statistiques vont se fonder sur l'idée d'aléa, sur l'idée de hasard, sauf que le hasard n'existe jamais en linguistique et pourtant on continue à utiliser, ça». Donc des tests qui postulent qu'on va essayer de montrer une différence par rapport au hasard. Vous savez, quand on travaille sur la distribution des mots, on va essayer de montrer que la distribution des mots est contrainte par rapport à une hypothèse une distribution complètement aléatoire. Et Kilgarriff a un argument très convaincant lorsqu'il nous dit: «Ben, de toute façon, ça sert à rien. On sait très bien que notre distribution, elle est pas aléatoire. Il y a des contraintes d'ordre morphologique, syntaxique, distributionnel, sémantique, tout ce que vous voulez, qui font que à quoi ça sert d'utiliser ces tests-là?» Et c'est faussement provocateur parce qu'il revient ensuite dans le corps de l'article pour nous dire: «Bah, c'est justement mesurer l'écart de cette contrainte par rapport à une distribution aléatoire. Ça nous permet de mesurer finalement des éléments linguistiques très intéressants». Donc je recommande vraiment la lecture de cet article qui pour moi m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses et m'a permis aussi de relativiser pas mal par rapport aux prétentions des statistiques. Un autre modèle, c'est celui des graphes petits mondes. Donc Alain m'a dit que vous travaillez pas mal sur les graphes petits mondes, à la TILF, qui sont pas des graphes aléatoires, qui ont 2 traits distinctifs. En général, ils sont très, très denses et la distance moyenne entre 2 nœuds est courte. Donc là, vous avez ici dans le graphe que j'ai représenté sur cette, diapositive, vous avez exactement le même nombre de nœuds et le même nombre d'arêtes que ce qu'on avait tout à l'heure avec, les graphes aléatoires. Alors mais vous voyez qu'ici la disposition est sensiblement différente, c'est-à-dire que vous avez des réseaux locaux, des grappes de nœuds, des clusters de nœuds très locaux qui sont reliés par des arêtes courtes et denses. Et vous voyez, alors j'ai pas de pointeur ici, je vais peut-être en prendre un. Et vous voyez que certains nœuds, pas tous, certains nœuds sont reliés à d'autres par des longues arêtes. D'accord? Et c'est ce qui fait que vous avez cette idée de monde finalement. Vous avez cette idée de monde, donc je sais pas ce qui se passe Alain aujourd'hui, il fonctionnait hier soir. Donc c'est pas très grave. Donc vous voyez les longues arêtes entre les nœuds qui vont relier justement ces petits clusters à d'autres clusters et qui vont finalement former une communauté. Donc cette idée-là est assez séduisante. Reste à savoir si elle s'applique véritablement. Donc il y a eu donc les travaux bien entendu fondateurs de Watts et Strogatz, qui ne sont pas linguistes, hein, qui ont travaillé à la suite des travaux de Mark Granovetter, qui s'interrogeaient comment on arrive à trouver un travail par le réseau social. Et Mark Granovetter s'était rendu compte que la meilleure façon de trouver un travail, donc d'avoir vent d'une annonce d'un travail, c'était pas le cercle d'amis proches, c'était en général une personne qui allait être extérieure. Vous voyez, si ça se transpose assez bien au graphe petit monde, au sens où vous pouvez très bien modéliser, enfin vous représentez le groupe d'amis proches par des nœuds qui sont proches et qui sont reliés par plusieurs arêtes courtes. Donc ça, c'est les amis proches. Mais en fait, ce qui va faire la décision en général, c'est le lien d'un de ses amis avec quelqu'un qui est plus éloigné, qui fait partie d'un autre réseau d'amis, qui lui va avoir vent d'une annonce, d'une offre d'emploi, qui va finalement bénéficier au groupe d'amis de départ. Il y a l'idée que les grammaires, enfin, que les graphes maintenant peuvent être appliqués aux grammaires de construction, elle n'est pas nouvelle finalement. Il y a eu des travaux de Ellis et Ferreira Junior, Ellis O'Donnell et collègues en 2014, et puis Gris et Ellis en 2015,
Il y a eu des recherches, voilà, il y a eu des tentatives pour essayer de modéliser les constructions sous forme de réseau et ça devient la mode. Mais ils ont montré des choses qui sont enfin, ils ont confirmé des hypothèses qu'on connaît déjà, notamment les constructions sont sélectives quant à la réalisation de leur place instanciable. Donc ça, c'est dans le cas des vous avez une construction, vous avez, un schéma syntaxique avec des places lexicales instanciables. Donc, on sait très bien que le recrutement des éléments lexicaux dans une construction est contraint. Et le réseau, apparemment, arrive à bien nous montrer le à nous donner une idée assez précise de ces contraintes. De manière tout aussi intéressante, ces travaux ont montré que les constructions sont homogènes quant au réseau qu'elles génèrent. Par contre, quand on regarde oui, Alain? Oui. Non. D'accord. Oui, donc je voudrais que tu précises ce que tu entends par construction en fonction de ce que tu viens juste de dire, parce que il me semble que ça implique que tu appelles construction des structures qui sont pas lexicalisées du tout. Donc est-ce que une construction peut être contrôlée même ou graviter autour d'un élément ou deux qui sont lexicalisés et le reste étant des slots Alors, c'est une question qu'on me pose à chaque fois que je fais une présentation sur la grammaire de construction, donc je suis content que tu me la poses dès maintenant. Elle m'a été posée aussi à ma soutenance d'HDR, elle m'a été posée, voilà, dès que et là, j'ai 2 réponses. J'ai, la réponse, une réponse profonde et une réponse de surface. Réponse de surface. Pour moi, la construction, ça ça va être, donc la réponse de surface, c'est la construction, c'est tel que Goldberg l'a finalement défini en 2003, c'est tout peut être construction. C'est-à-dire que dès lors qu'on a un assemblage de formes et de sens, que cet assemblage est finalement, enfin c'est une vision très néo-saussurienne, c'est-à-dire que la construction, c'est une grille de lecture des phénomènes linguistiques. Donc il y a un travail de voilà, il y a un travail de linguiste où on dit on postule au début de notre analyse que, voilà, on a des raisons de voir une construction. La réponse profonde, c'est que finalement, c'est assez, quand on regarde toute la littérature sur les grammaires de construction, c'est pas si évident que ça, ce qui compte comme construction, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup il y a beaucoup de réponses. Donc non, pour répondre très concrètement à ta question, une construction pour moi, c'est pas du tout, délexicalisé. C'est au contraire. C'est-à-dire qu'il va y avoir, une part de syntaxe, une part de lexique et puis on va essayer de voir ce qui est général et ce qui peut changer dans la construction. C'est des choses très, très concrètes. D'ailleurs, tu t'en rendras compte avec les études de cas que je vais montrer, tout à l'heure. Mais c'est pas de la syntaxe pure, c'est pas possible. Donc pour revenir à cette, littérature sur les grammaires de construction et la théorie des graphes, il y a pas vraiment de positionnement sur le type de modèle que ça implique. Est-ce que c'est petit monde ou zipfien? Est-ce qu'on n'est pas entre les 2? Donc ce qui m'intéresse, c'est dans cette expérimentation sur le réseau, c'est de poursuivre l'étayage empirique de l'idée de réseau en grammaire de construction, essayer de modéliser les constituants constructionnels sous forme de réseau. Donc constituants constructionnels sont principalement des éléments du lexique. Hem, Pourquoi? Parce que le réseau permet de les opérationnaliser, c'est-à-dire de les de les mettre en place empiriquement sous forme de distribution, de fréquences et de mesures d'association. La théorie des graphes permet d'inclure ces éléments, ces outils finalement, que sont la distribution, la fréquence et les mesures d'association, pour étudier ce qu'on étudie principalement en grammaire de construction, les phénomènes d'ancrage, les phénomènes de productivité, de figement et de sens. Une inspiration, finalement tardive, c'est pas vraiment Williams qui m'a inspiré, je me suis rendu compte après. Il y avait, Williams parle de chaînes, collocationnelles et notamment, il parle de a web of interlocking conceptual clusters realized in the form of words, linked through the process of collocation. Je me disais: «Tiens, finalement, après coup, on pourrait parler peut-être de chaînes, colostructionnelles ou constructionnelles». Je montrerai des exemples très concrets par la suite. Donc je commence par un premier exemple et ce premier exemple, c'est l'alternance dative, pardon. Quand vous êtes, angliciste, je sais pas en linguistique française si vous avez des exemples comme ça, mais quand vous êtes linguiste angliciste, vous devez absolument faire vos preuves sur, l'alternance dative, je sais pas pourquoi. Mais c'est la construction qui est la plus étudiée, pour, ceux qui travaillent sur l'anglais. Donc l'alternance dative, c'est finalement une construction à double objet, sauf que vous allez avoir 2 réalisations.
Donc dans l'exemple 1, John gave the book to Mary, vous avez un datif dit prépositionnel. Pourquoi? Parce que vous avez le bénéficiaire, l'objet qui correspond au rôle de bénéficiaire, qui est introduit par une préposition. Et vous avez une deuxième façon d'exprimer une idée similaire, c'est John gave Mary the book, où cette fois-ci, vous voyez que le bénéficiaire apparaît sous forme de premier objet. D'accord? Vous avez une suite de deux objets, pas de préposition, donc ça, on appelle ça DO, le double object. D'accord? Donc PD, c'est prepositional dative, datif prépositionnel, et DO, c'est la construction double objet. J'ai récupéré le jeu de données de l'étude de Bresnan, qui est probablement la plus citée, l'étude de 2007, où Bresnan et ses collègues, notamment dans ses collègues, il y avait Harald Bayen, se posaient la question de savoir est-ce qu'on peut prédire dans quel cas on va avoir une construction prépositionnelle, dans quel autre cas on va avoir une construction à double objet. Et donc elle a assemblé un tableau de données où vous avez plusieurs variables. Donc ces variables sont ici dans ce tableau. Vous ne le voyez pas beaucoup, c'est fait exprès, hein. C'est juste pour vous montrer que c'est un tableau où vous avez des informations sur le locuteur, sur la modalité, donc ce que c'est parlé ou écrit. Vous avez le verbe, donc c'est la troisième colonne. Ensuite, vous avez des classes sémantiques du verbe, vous avez la longueur du bénéficiaire, longueur du thème, enfin vous avez plein d'informations, plein de variables qu'elle a utilisées pour essayer d'expliquer, à la fois d'expliquer et de prédire quand est-ce qu'on a un datif prépositionnel, quand est-ce qu'on a un datif double objet. Et Bayern a utilisé pour cela les méthodes de régression logistique. Le jeu de données est disponible de manière ouverte et libre sur un package pour R, ce package c'est Language R. J'ai récupéré ce jeu de données et j'ai représenté l'alternance dative notamment. Donc ici je me suis intéressé, alors il y a une petite, je vais représenter tout à l'heure dans la diapositive d'après le réseau sous forme agrandie. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à lire. Vous voyez ici, il y a deux nœuds qui sont bleus. Il y en a un qui s'appelle NP, l'autre qui s'appelle PP. NP, c'est la construction de double objet, et PP, c'est la construction datif prépositionnel. Okay, donc vous avez bien ici les deux pôles constructionnels. Donc chaque constituant constructionnel ici est représenté par un nœud. Vous avez donc la construction qui est en bleu, et tout le reste, ça va être les verbes qui interviennent dans chacune des deux formes de l'alternance. Chaque nœud est représenté par un disque. Les nœuds qui correspondent aux deux schémas syntaxiques sont en bleu. Les nœuds qui correspondent aux verbes sont colorés suivant un spectre de couleurs, un spectre de chaleur en fonction de leur fréquence. Et le diamètre des disques est fonction aussi de... donc non, en fait, là, c'était le spectre de chaleur est fonction de leur centralité de vecteur propre. Le diamètre des disques est fonction, lui, de la fréquence d'occurrence des constituants dans la construction. Donc, vous voyez bien ici qu'on n'est pas surpris de voir que give et le verbe qui est le plus représenté et qui se situe entre les deux constructions, c'est-à-dire qu'il intervient dans l'une ou l'autre construction. Donc ça veut dire que ce n'est pas le choix du verbe ici qui va conditionner le choix d'une forme double objet ou prépositionnelle, dans le cas du datif. Donc c'est pas surprenant. Pourquoi? Parce que les grammaires de construction, on aime bien se dire qu'il y a, c'est le verbe qui va donner sa coloration à la construction. Ensuite, la construction va, une fois qu'elle a pris la coloration du verbe, va pouvoir recruter d'autres constituants lexicaux qui sont dans des sens voisins. J'ai une question. Oui. Personne n'a eu l'idée d'affiner le graphe en désambiguisant les nœuds, c'est-à-dire de regarder c'est quelles acceptions de give qui, si elles fonctionnent, parce que to give a kiss et to give a book, c'est pas le même. Oui. Donc, est-ce que ça a été fait de regarder si le comportement vis-à-vis de... Ce qui serait intéressant, c'est qu'on regarde le graphe qu'il y a juste après, où j'ai ajouté justement les catégories sémantiques qu'eux, ils avaient mis. Donc ici, on voit bien, donc, schéma typique, dès que vous comparez deux formes, vous allez avoir ce type de graphe, c'est-à-dire que vous avez un graphe en trois parties. La partie la plus intéressante, c'est la partie au milieu. Pourquoi? Ce sont les constituants lexicaux qui sont communs aux deux constructions. Dès que vous travaillez sur en fait, au début, je me disais, dès qu'on travaille sur des constructions quasi synonymes, on a cette configuration-là. Et en fait, dès que vous comparez des constructions, même quand elles n'ont pas du tout le même sens, mais qu'il se trouve qu'elles ont des éléments lexicaux en commun, vous allez avoir cette représentation-là. Donc vous avez au milieu les éléments qui sont en commun, en haut les éléments qui sont spécifiques à la construction double objet, et en bas les éléments lexicaux qui sont spécifiques à la construction prépositionnelle. Donc maintenant, si on essaie de regarder en zoomant un petit peu, donc on voit give ici, sans aucune distinction de sens.
Vous avez des verbes comme pay, vous avez des verbes comme offer. Donc on a ici vraiment des verbes assez communs qui sont probablement les plus fréquents. Et ici on a la configuration des verbes les plus fréquents. Les verbes qui sont très spécifiques, à l'exception de cost, qui est vraiment spécifique de la construction de l'objet, ont des fréquences qui sont assez basses. Ok. Donc le datif à double objet est plus fréquent que le datif prépositionnel dans le corpus. On a 3 groupes de verbes qui se dégagent, comme je l'ai dit, les verbes propres au datif à double objet, les verbes propres au datif prépositionnel, et les verbes communs ou de schéma qui sont au milieu. Et les verbes les plus fréquents sont bien entendu les verbes qui sont recrutés par les deux constructions. Le verbe give, qui est le plus représentatif du sens de la construction dative, est le plus fréquent, il apparaît dans les deux schémas. Et les autres verbes les plus fréquents, c'est send, sell, pay et tell. Donc là maintenant, pour essayer d'apporter un élément de réponse à la question de Alain, dans le jeu de données, on a aussi des catégories sémantiques pour le verbe. On en a 5. Donc vous avez ici le code, donc T c'est le transfert de possession, par exemple send. Vous avez la catégorie A qui est le transfert abstrait, donc par exemple give dans le sens abstrait de give it some thought. F, futur transfert de possession. P, transfert de possession bloqué, donc par exemple deny, he was denied a raise. Mais vous avez aussi possession bloquée ou possession où il y a un obstacle. Donc, par exemple, quand vous avez charge ou cost, c'est-à-dire que le transfert est médié par une relation d'argent, par une transaction monétaire. Donc c'est ce qui a fait que les auteurs ont classé ces verbes-là dans les verbes de possession bloquée. Et puis vous avez les verbes C de communication. Tell, par exemple, donc he told me the truth. Donc la question ici, c'est, je pense que les données ont été annotées au cas par cas, et donc give, par exemple, peut être à la fois dans T et dans A. Donc pour répondre à ta question, Alain, oui, ça a été fait notamment dans cette étude-là. C'est-à-dire dans le jeu de données, give peut être transfert abstrait, comme par exemple give a kiss, ou ça peut être aussi un véritable transfert de possession, give a book. Donc voici le réseau. On a ici nos deux constructions qui se chevauchent, la construction double objet, la construction prépositionnelle, nos catégories. On voit ici par exemple, donc on a un cluster bien délimité, le cluster du transfert de possession qui est le plus prototypique dans la construction, le transfert vraiment concret d'une entité, un donneur jusqu'à un bénéficiaire. Les verbes qui s'y rattachent ici tout autour. Et puis on commence à voir, vous voyez, des clusters très homogènes qui sont reliés par une arête au reste du réseau. Donc ici, on est dans une configuration qui ressemble localement à des graphes petits mondes. On va voir que si on essaie d'étudier la distribution globale du réseau, il n'y a pas que du petit monde qui se passe là-dedans. Donc les 3 classes sémantiques les plus fréquentes ici sont les classes du transfert de possession, du transfert abstrait et de la communication. La classe qui est on va dire la plus atypique, c'est la classe ici du transfert dit bloqué, qui est véritablement à part et très spécifique. Donc on obtient sur la base de ce réseau, on obtient des informations, de la connaissance qui est intéressante au point de vue linguistique. On arrive à voir un petit peu le partage des tâches entre les deux membres d'une alternance et on arrive à inclure de l'information sémantique. Ces graphes-là sont assez basiques. J'ai utilisé en fait le jeu de données parce qu'il était libre, parce que c'était assez facile de jouer avec. J'avais besoin d'un exemple très concret pour l'ouvrage de linguistique de corpus que j'étais en train de rédiger à l'époque. J'étais assez content de voir que si le jeu de données est assez bien constitué, on arrive à avoir une idée assez précise de fonctionnement d'une construction, et notamment du fait que les constructions vont recruter des éléments lexicaux, et que ces éléments lexicaux peuvent être en interaction localement selon un modèle petit monde. Les verbes les plus fréquents interviennent dans plusieurs classes, qui sont A, T, C et F. Ces verbes notamment qui sont en rouge, le long d'un arc autour du centre du réseau. Donc les verbes prototypiquement datifs sont au cœur du réseau. Les verbes les moins prototypiques, les moins fréquents notamment, sont à la périphérie du réseau. Et dès que vous avez une classe sémantique qui a un fonctionnement assez particulier, elle va être isolée dans le réseau. Donc ça fait sens par rapport à toute cette idée de prototypicalité que vous allez trouver dans la littérature sur les grammaires de construction.
Donc je me permets une petite pause technique, une première pause technique ici, très important quand on étudie, quand on se place dans le cadre de la linguistique cognitive, notamment des grammaires de construction, c'est l'idée de fréquence. Et l'idée de fréquence ici, elle se trouve opérationnalisée de manière très naturelle dans les réseaux. Ou pourquoi? Parce que vous avez la fréquence d'occurrence d'un constituant qui se traduit, qui peut se traduire par l'importance d'un nœud, notamment le diamètre du disque, et la fréquence de co-occurrence entre deux constituants qui peut se traduire par l'épaisseur d'une arête, par exemple, ou par le nombre d'arêtes entre deux constituants. Donc c'est assez évident. Maintenant, si on essaie d'aller dans le détail des mesures d'association, qui est un de mes domaines de recherche privilégiés, donc travailler notamment l'idée de coalescence, l'idée d'attraction entre les constituants d'une construction. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce que je peux le corréler aux thèses sur le figement ou le défigement ou le non-figement d'une construction. Est-ce qu'une construction est productive, auquel cas vous aurez une association assez lâche entre les constituants d'une construction, ou est-ce qu'au contraire une construction est figée, et auquel cas vous allez avoir une association statistiquement significative entre les constituants de cette construction. Ce qui m'intéressait dans les réseaux, parce qu'à l'époque, j'avais découvert, enfin pas découvert, mais je m'étais dit, tiens, il serait temps quand même d'appliquer. Enfin, on se pose jamais la question quand on a deux constituants, et d'ailleurs ça marche aussi pour les mots, hein, quand vous faites des colocations, des études de mesure de degré de colocation entre deux mots, on a souvent pour réflexe de se dire bah, que l'attraction, elle est symétrique. C'est rarement le cas. On se rend compte que les mots, c'est plus comme, les mots fonctionnent plus comme des couples dysfonctionnels, vous savez, des couples où il y en a un qui aime l'autre plus que l'inverse. Et en fait, on se rend compte que c'est dans la majorité des cas, bah, l'association, elle est plutôt asymétrique entre les mots. Dans les couples, je ne sais pas, c'est pas mon travail. Et donc il y avait une mesure qui est parfaite pour ça, cette mesure s'appelle delta P, qui vient des travaux en psychologie, notamment la remise en cause du paradigme pavlovien par l'apprentissage associatif. La mesure en tant que telle a été, élaborée par, Allen en 80. Elle a été appliquée au lexique, par, Ellis et Ferrara Junior et Gris 2013. Donc Gris, par exemple, prend l'exemple de ipso facto et il montre que l'association est asymétrique entre ipso et facto. Pourquoi? Parce que facto peut intervenir dans d'autres paires, donc il y a de facto notamment, tandis que ipso n'apparaît que dans ipso facto. Donc, en gros, ça veut dire que ipso est un très bon prédicteur de facto, parce que comme ipso n'apparaît qu'avec facto, donc dès qu'on a ipso, on s'attend à avoir facto. Cette idée-là, je l'avais appliquée à l'idée dans le cadre des constructions dans un article de 2015, notamment avec l'étude de cas adjectif as groupe nominal dont je vais vous parler tout de suite. Juste un mot sur comment ça fonctionne. Donc ce calcul d'attraction asymétrique, vous avez un tableau de contingence avec un mot 1 et un mot 2. Donc, vous essayez de voir un petit peu quel est le degré d'asymétrie entre ces deux mots-là. Sur la base de ce tableau de contingence, vous allez calculer deux valeurs de delta P. La première, c'est la valeur de delta P, la valeur du mot 2, sachant qu'on a le mot 1, et la valeur de delta P du mot 1, sachant qu'on a le mot 2. Ensuite, vous allez faire une soustraction de ces deux valeurs. Et si la soustraction est positive, ça veut dire que le mot 1 est un meilleur prédicteur du mot 2 que vice-versa. Si la soustraction est négative, ça veut dire que le mot 2 est un meilleur prédicteur. Et si le résultat de la soustraction, c'est 0, ça veut dire que finalement, vous n'avez pas d'asymétrie. Aucun mot n'est un bon prédicteur de l'autre. Donc, je l'avais appliqué à une construction. Voici un exemple dans la construction adjectif as groupe nominal. J'ai pris une expression, vous la connaissez sûrement si vous avez lu Alice au Pays des Merveilles. Mad as a March Hare, qui est une expression qui est devenue conventionnelle, fou comme le lièvre de Mars, où là vous avez donc on calcule les deux valeurs de delta P, donc le delta P de March Hare, sachant qu'on a Mad, est de 0,22, le delta P de Mad, sachant qu'on a March Hare, est de 1. Quand on fait la soustraction, on obtient moins 0,78, ça veut dire que March Hare est un bien meilleur prédicteur de Mad que vice-versa. Pourquoi? C'est logique. Mad est beaucoup utilisé dans cette construction en anglais. On peut être fou comme beaucoup de choses. D'accord. Donc, il y a notamment une autre expression qui vient d'Alice au Pays des Merveilles, c'est mad as the hatter. A hatter, quelqu'un qui fabrique des chapeaux, un chapelier, fou comme un chapelier. Et je m'étais posé la question, parce qu'on a beau travailler sur l'idée de figement, et je m'étais rendu compte que les chapeliers londoniens utilisaient des matières très toxiques pour former les chapeaux, notamment comme les chapeaux de feutre. Donc ça les rendait fous. On a toujours à trouver la motivation.
Donc j'avais appliqué cette méthode-là à adjective as groupe nominal. Pourquoi? Parce que c'est une construction qui a 2 places lexicales. Donc vous avez des exemples, donc I'm stiff as a board, as cool as a cucumber, flat as a pancake, as black as hell, dark as night, rich as hell. C'est une construction très, très productive. Hem, J'aime beaucoup l'expression qui est en 4, as cool as a cucumber. Hem, Calme, posé, et j'aime beaucoup son antonyme, c'est, as nervous as a cat in a room full pardon, as nervous as a long-tailed cat in a room full of rocking chairs. C'est stressé comme un chat à longue queue dans une pièce pleine de rocking chairs. C'est des expressions très imagées. Pourquoi je m'étais intéressé à cette construction-là? Bah, déjà parce que je devrais pas dire ça, en fait, surtout quand c'est filmé. C'est assez facile à extraire d'un corpus, de prime abord, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a aussi des phénomènes d'homonymie qui sont, terribles et qui font que, par exemple, «happy as a child», ça peut très bien être une construction si elle a le sens idiomatique, mais on peut très bien aussi trouver dans les corpus «I was happy as a child» ou «as» a ici une valeur, temporelle. Donc j'étais heureux quand j'étais un enfant et non pas comme un enfant. Donc il y a beaucoup de travail de nettoyage. En fait, c'était faussement facile. Et la deuxième raison est beaucoup plus sérieuse. J'ai trouvé cette construction dans le cadre d'un article publié en 2013 par Paul Kay. Paul Kay, grande figure de la linguistique cognitive, qui s'intéressait très peu aux grammaires de construction. Enfin, il s'y intéressait bien sûr, mais avec Fillmore, mais il s'y intéressait de moins en moins au profit de ses travaux sur les différences culturelles. Et puis en 2013, il a sorti un article qui est une remise en cause hyper radicale de tout ce qu'a fait Goldberg, de tout ce que j'ai fait, de tout ce qu'on a fait dans le cadre des grammaires de construction, où il disait ce qui compte comme une construction. C'est un schéma qui est maximalement productif. En gros, c'est un schéma, et il utilise le terme, c'est un schéma génératif. Donc en gros, en 2013, dans un manuel sur les grammaires de construction, c'était un revirement complètement génératif où il disait, voilà, ne compte comme construction que ce qui est maximalement productif et non redondant. Donc il propose un modèle vraiment très sec et très génératif des grammaires de construction. Et il donne un contre-exemple, c'est-à-dire il donne un exemple de quelque chose qui n'est pas une construction selon lui, mais qui est juste un pattern of coining, c'est-à-dire un patron innovant. Il donne l'exemple de adjectif as groupe nominal. Je me rappelle avoir contacté Adèle Goldberg à ce moment-là, lui avoir posé la question, enfin, deux questions. La première, c'est Paul Kay ne serait-il pas devenu fou? Et la deuxième, c'était, mais intuitivement, on voit bien qu'il y a des degrés intermédiaires de productivité dans une construction. Est-ce que ça suffit à mettre en cause le paradigme des grammaires de construction? Sur la première question, elle m'a pas répondu. Elle a juste dit qu'elle était choquée et qu'elle comprenait pas parce que forcément, à la lumière des données, on allait trouver des degrés, assez forts de productivité pour cette construction. Alors même si cette construction n'est pas maximalement productive, on voit bien que c'est une construction qui peut s'étendre potentiellement d'une manière maximale. Et donc je m'étais dit: «Bah, tiens, on va regarder encore plus ce que ça donne et puis on va essayer de voir dans quelle direction va cette construction». Donc je suis allé, j'ai utilisé une fois encore donc mon franc texte à moi, le British National Corpus, donc qui contient à peu près 100 millions de mots, un peu plus de 4000 textes, on dit qu'il est équilibré, mais c'est pas vrai. Et j'avais réussi à extraire 1819 occurrences qui se répartissent en 1206 types à travers 8 genres textuels. Cette construction, c'est aussi pour laquelle, ça me plaisait de l'étudier. Elle avait 2 classes instanciables et comme je travaille sur les mesures d'association, c'était, du pain béni parce que je pouvais travailler sur l'association entre l'adjectif et le groupe nominal de manière assez évidente. Et je pouvais enfin expérimenter cette méthode, enfin cette mesure asymétrique, delta P, hem, de manière aussi, tout aussi aisée sur la base de mon tableau de données. La Je me disais qu'il y avait fort à parier que les locuteurs reconnaîtraient des sous-schémas productifs. Pour Paul Kay, la productivité d'une construction n'apparaît qu'au niveau schématique. Au niveau schématique, c'est-à-dire de l'ensemble de la construction et vous le prenez comme un bloc et ce bloc doit être maximalement productif pour avoir une construction. Hem, je postulais que finalement, peut-être qu'il s'était trompé sur cette construction, qu'effectivement au niveau, complètement schématique, elle est pas si productive que ça mais qu'au niveau, sous-schématique, c'est-à-dire si vous regardez l'adjectif ou le groupe nominal, il y avait des raisons de se dire qu'on avait une construction productive. Donc par exemple, intuitivement, on pouvait se dire que la productivité pouvait être indexée sur l'adjectif dans les cas de, pale as ice, pale as a nun, pale as cream, pale as ivory. Quand vous regardez, les occurrences au corpus, vous voyez qu'il y a quand même, heu, que pale va recruter pas mal de groupes nominaux, d'accord? Divers. Donc, la glace, une bonne sœur, la crème, l'ivoire, et cetera.
Et de la même manière, la productivité peut être aussi indexée sur le groupe nominal, notamment HEL, qui est un groupe nominal très, très productif dans cette construction. C'est-à-dire qu'on a un sous-schéma, adjective as HEL, qui est très productif, où on voit des adjectifs comme ugly, mad, shy, angry, hot, etc. Donc ça, c'était juste l'étude préliminaire de la construction. Donc j'ai appliqué des méthodes pour voir un petit peu le lien entre l'adjectif et le groupe nominal. J'ai appliqué des méthodes, des mesures d'association symétriques et la delta P qui mesure ici de la symétrie. Et on se rend compte dans cette construction, donc ici dans ce graphe-là, tout ce qui est en noir, donc vous avez en fait toutes les occurrences, pardon, tous les types d'occurrences de la construction dans le corpus, dans le BNC. Et dès que vous avez, donc c'est un diagramme en bâton avec des valeurs positives et des valeurs négatives. Dès que vous avez un bâton, en fait, vous avez une asymétrie entre l'adjectif et le groupe nominal. Vous voyez ici, on est à presque 85-90%. Dans 90% des cas, vous avez une attraction asymétrique entre l'adjectif et le groupe nominal. Donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure, l'attraction entre les mots, elle est majoritairement asymétrique. Donc j'avais des raisons d'aller voir un petit peu dans le détail. Ces 4 tableaux-là sont assez effrayants. Je vous demande donc de regarder la partie de droite, tableau de, donc le tableau C, le tableau D, où j'ai en fait classé mes occurrences en fonction du score. Vous voyez, le score qui est tout à droite, c'est la différence dont j'ai parlé tout à l'heure des deux mesures de delta P. Et donc quand la valeur est négative et s'approche de 1, vous voyez, la construction ici, c'est toutes les constructions en white. White is ash, white is candle wax, white is desert, white is fire, white is floor, etc. Et quand la valeur de la différence est proche de 1 et positive, voilà, on voit que finalement, le groupe nominal, c'est toujours le même, c'est hell, l'enfer. D'accord? Awkward as hell, blear as hell, conservative as hell, depressed as hell, difficult as hell, frustrated, etc. etc. Et je m'étais dit, bah tiens, c'est assez intéressant. Cette valeur de delta P, elle peut être utilisée pour finalement détecter les éléments, les sous-patrons constructionnels qui sont les plus productifs dans le cadre de la construction adjectif avec groupe nominal. J'avais fait une tentative, je m'étais dit, j'avais écrit un premier jet d'article, donc l'article dont je vous ai parlé, où j'avais annoncé delta P comme la nouvelle mesure de productivité. Et puis, il y avait un interlocuteur qui m'avait dit, on va se calmer un petit peu. Ce serait bien, c'est de comparer cette mesure aux autres mesures de productivité qui existent. Donc, c'est ce que j'avais fait. Et en fait, le relecteur avait raison de me demander de temporiser un petit peu, parce que cette mesure delta P ne montre pas les mêmes aspects de la productivité que les autres mesures plus traditionnelles. Et du coup, c'était bien, parce que j'avais pu dire dans l'article que j'ouvrais une autre voie dans l'étude de la productivité. Donc, je suis très content. J'avais comparé ces différentes mesures, donc j'ai fait une ACP, pour essayer de voir un petit peu justement ce que montrait delta P. Donc vous avez, alors là, je peux peut-être essayer de zoomer. Hop, c'est quand même plus sympa, sauf si j'ai fait un zoom avant. Oui, le voilà, bon, c'est bon, j'avais fait un zoom. Hop. Je vais juste vous montrer. Vous voyez ici, dans la projection des points, on a quelque chose qui est assez inhabituel. On a comme une étoile coupée en deux. Vous avez un axe des mots donc, qui partent vers le haut, des mots qui partent vers la droite et des mots qui partent en bas à droite. Les mots qui partent en haut, sont les mots les plus productifs selon une méthode mise en place par Bayes, qui est une méthode qui mesure la productivité potentielle. C'est-à-dire le potentiel de chaque mot. Si par exemple on démultiplie le corpus par 10, eh ben, on sait que ces mots-là, qui sont tout en haut, seraient les plus productifs. Les mots qui sont en bas, ce sont les mots qui sont les moins productifs. Pourquoi? Parce que ce sont les mots qui sont les plus, où la coalescence est la plus forte. Non seulement c'est la plus forte, mais en plus elle est symétrique. Et les mots qui partent vers la droite sont des mots, c'est une autre mesure, c'est la productivité globale. Donc c'est la productivité attestée selon une autre mesure de Bayes. Vous voyez ici, le mot le plus productif, c'est le mot hell, suivi par big, sharp, cold, bright, etc. Donc j'avais ici finalement montré, et le truc c'est qu'il n'y avait pas forcément de corrélation parfaite. Vous voyez, delta P en fait est sur une autre dimension. Donc delta P en fait il part, la flèche elle est un peu plus vers le centre. Je n'ai pas vraiment réussi à corréler les mesures de productivité et la symétrie. Mais dans d'autres dimensions de la CP on le voyait bien. Bref, le résultat était un petit peu étrange et je n'étais pas forcément satisfait. J'avais bien montré qu'il y avait 3 dimensions de la productivité, mais j'avais aucune idée de comment fonctionnait ma construction. C'est-à-dire que comment les éléments étaient recrutés les uns par rapport aux autres.
Donc j'ai eu l'idée d'utiliser finalement le réseau et d'ajouter par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, la notion de directionnalité. C'est-à-dire de montrer quels constituants sont attirés par, quels autres constituants. Donc dans ce graphe que je vais vous montrer en zoom tout à l'heure, la couleur et la forme du nœud dépend de la catégorie grammaticale. Donc en bleu, vous avez les groupes nominaux, en rouge, les adjectifs. La taille du nœud, elle est fonction de la fréquence d'occurrence dans la construction, pas dans le corpus. L'épaisseur de l'arête dénote le degré d'attraction symétrique entre l'adjectif et le groupe nominal mesuré à l'aide du rapport de log-vraisemblance. Et la direction de l'arête, ici, elle prend en compte delta P. J'étais assez content, j'avais pu montrer deux mesures d'association. Et puis, par rapport à l'idée de fréquence habituelle. Donc, ce qui nous intéresse ici, si on regarde un petit peu, ça va être le milieu du réseau. Je ne sais pas où est le micro. J'ai besoin de bouger en fait. J'ai pas vraiment l'habitude de rester à un pupitre, c'est pas naturel du tout pour moi. Donc là, en fait, vous avez le cœur du réseau. On retrouve bien ici notre élément hyper productif qui est l'élément hell et l'autre qu'on avait vu tout à l'heure qui est l'élément white. Donc je sais que dans ma construction, la construction va être très très productive à partir de ces pôles-là. Vous avez des éléments qui sont moins productifs, qui sont à la périphérie du réseau, et vous remarquez que ces éléments qui ne sont pas très productifs, en général, ils apparaissent, ce sont des paires qui apparaissent, qui n'attirent pas énormément d'autres types de constituants. Maintenant, pour revenir à la logique des réseaux, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, alors ici il y a une arête, hein, vous ne la voyez pas très bien, mais on a ici une petite constellation, d'accord, où les constituants, vous avez finalement des clusters. Donc, par exemple, voici le cluster de white, le cluster de old, le cluster de hard, dark, black, cold, clear, smooth, soft et hell, bien sûr, et mad. Et chacun de ces éléments, c'est un cluster qui va être relié par une ou deux arêtes. Par exemple, vous voyez, le cluster de white est relié au reste de la constellation par death, d'accord, par un élément. Et ici, on est finalement dans une optique qui nous rappelle ce que je disais tout à l'heure, une optique petit monde. On est dans un modèle petit monde, mais au niveau local, pas au niveau de l'ensemble du réseau. Donc, encore une fois, c'est difficile de savoir si ici on a un modèle zipfien ou un modèle petit monde, mais localement, dans cette construction, je sais que j'étais petit monde. Et ces petits mondes, le cluster de ce petit monde va être finalement l'endroit par lequel la construction va se rendre très productive. Donc j'avais montré dans l'article que, oui, effectivement, sur un corpus, la construction n'est pas hyper productive, mais elle a des endroits par lesquels on sait qu'elle va se développer et elle peut se développer de manière maximale. J'avais répondu à Kay en disant que sa vision était beaucoup trop radicale, du moins par rapport à ce que nous disaient les données et puis les mesures statistiques qu'on peut utiliser. Il faut savoir que l'article de Kay ne fait appel à aucune ne fait appel à aucun corpus et à aucune mesure de productivité. C'était véritablement un travail très, très empirique. Donc c'est ce qui me gênait un petit peu dans cet article, c'était sa coloration idéologique. Et dès lors, si c'était corrélé empiriquement, pourquoi pas? Là, en l'occurrence, c'était les données nous montraient des choses intéressantes qu'il était dommage de passer sous silence. Donc on voit que certains types, pour résumer donc, sur cette construction, certains types fonctionnent de manière isolée, comme large as life, honest as the day is long. J'ai déjà un micro. Gauche as a schoolgirl, etc. D'autres s'insèrent au contraire dans une constellation de petits réseaux plus complexes au centre du graphe, qui fonctionnent sur des pôles attracteurs. Et certains de ces pôles attracteurs sont même attirés par d'autres pôles. Et c'est typique de ce qu'on a dans les graphes dits petits mondes. On est assez proche ici de l'idée, dans ce que j'aimais dans ce réseau, c'était ça me rappelait l'idée de Williams sur la chaîne collocationnelle, où il nous dit networks are formed by following through the collocational chains, which consists of initial lookup forms referred to here as nodes, and that they act as points of intersection in the graphical representation in their collocates. Donc on a ici, vous voyez les pôles, ce que j'appelais les pôles attracteurs, lui c'est ce qu'il appelle les initial lookup forms. Vous entrez dans le réseau par un point d'entrée, qu'il appelle les initial lookup forms. Lookup, c'est quand on regarde un mot dans un dictionnaire, par exemple. Sauf que comme je travaille sur une construction, il s'agit plus d'une chaîne colostructionnelle, dont la nouveauté réside aussi dans l'intégration de la directionnalité des attractions, et qu'on n'a pas de point d'entrée prédéfini. Pourquoi? Parce que chaque constituant peut être à la fois un point d'entrée et un point d'arrivée en fonction de l'asymétrie qu'il peut y avoir dans les constituants. On a ici des réseaux denses et des nœuds qui sont reliés par des arêtes courtes, à l'exception de quand on passe d'un cluster à un autre. Et donc localement, certains nœuds s'insèrent dans un graphe petit monde. Donc globalement, on reste quand même dans un modèle zipfien. Tous les graphes que je vous ai montrés, entre de l'alternance dative et
de adjectif as groupe nominal, on est dans des réseaux zipfiens. Donc en fait, ici, vous voyez à droite, j'ai projeté la distribution des nœuds en fonction des arêtes auxquels ils sont reliés. Donc à gauche, tout à gauche, vous avez le premier graphe du datif. Au milieu, le deuxième, celui avec les catégories sémantiques. Et à droite, vous avez le graphe de adjectif as groupe nominal. Il y a quand même une petite différence. C'est que les propriétés petit monde sont beaucoup plus présentes dans adjectif as groupe nominal. Et vous voyez, ça se voit aussi notamment dans la courbure de la, de la distribution, qui est nettement moins marquée dans le cas de adjectif as groupe nominal. Dernière étude de cas pour aujourd'hui. Je ne sais pas quelle heure il est. C'est bon. Non. J'ai combien de temps en fait, Alain? On peut arrêter vers midi? Question incluse? Parce que sinon, je... D'accord, très bien. C'est vous qui me dites. Hein. J'ai pas envie de vous assommer. Donc la dernière étude de cas, c'est la plus récente. C'est une construction qui marque le stance en anglais, que je sais pas vraiment... j'ai toujours du mal à traduire stance en anglais. Je sais pas si quelqu'un ici a une idée. Point de vue, enfin, je sais pas, j'ai pas de terme qui me satisfasse. En tout cas, c'est une construction, donc pour une fois encore, pardon, vous avez un schéma syntaxique clairement identifié, et puis vous allez avoir des places lexicales instanciables. Donc les exemples, c'est "It is definitely untrue to say that", "It is tempting to assume that", "It is pleasing to know that", "It is misleading to suggest that". Ici, on a deux places instanciables intéressantes, c'est l'adjectif et le verbe. C'est une construction qui apparemment nous caractérise, nous, les universitaires, enfin, en tout cas les universitaires anglophones. On aime bien se cacher, c'est-à-dire ne pas être la source du, jugement, du jugement de valeur, du jugement épistémique notamment. Alors qu'on sait très bien qu'en général, quand on déclare quelque chose, quand on postule quelque chose, c'est nous qui parlons. Mais vous voyez, la construction ici est impersonnelle. Selon Gray-Weiber, donc là, ils ont montré donc la construction, ils ont comparé plusieurs constructions. Ah, voilà, la posture modale, ça, stance. Ils ont comparé plusieurs marqueurs explicites de posture modale et qu'ils ont classé en 4 familles. Donc les familles sont en bas dans la légende. Vous avez adjectif plus une proposition en that, adjectif suivi d'une proposition en to, adjectif extraposé suivi d'une proposition en that, adjectif extraposé suivi d'une proposition en to. Et celle que j'étudie ici, c'est la construction en grisé. C'est le deuxième bâton. Et il a montré avec des diagrammes en barre que c'était une construction qui était spécifique à l'anglais académique. Je dis toujours à mes étudiants en linguistique de corpus de jamais présenter des résultats sous forme de diagramme en bâton parce que ça ne montre rien. En fait, il n'y a pas il y a pas de différence statistiquement significative. Encore une fois, par exemple, hier en soutenance, j'avais une personne qui présentait ses recherches qui était passionnante, mais diagramme en bâton. Et elle avait montré 5 tendances et sur les 5, il n'y en avait qu'une qui était vérifiée. Donc ça, c'est assez facile à voir. J'ai extrait les constructions de corpus, toujours le BNC. J'ai obtenu 2136 occurrences. J'ai réalisé un tableau de contingence sur la base des catégories que Gray-Weiber avait utilisées. Donc j'ai utilisé les genres textuels. Donc AC Prose, c'est la prose académique, c'est la première colonne. Et je me suis rendu compte que finalement, donc moi je me suis focalisé sur la construction avec l'adjectif extraposé suivi d'une complétive en that. Je me suis rendu compte que finalement, donc la prose académique est ici. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est ici à l'intersection des deux axes. Donc ça, c'est une analyse des correspondances. En général, quand vous êtes proche de l'intersection des deux axes, c'est qu'il n'y a pas vraiment de tendance très marquée. Donc en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas une tendance très marquée des universitaires à utiliser cette construction plus que d'autres. Par exemple, vous voyez, conversation a un profil nettement plus atypique, ou anglais parlé a des profils beaucoup plus atypiques dans leur utilisation. Fiction aussi, fiction également. Donc la tendance n'était pas aussi marquée que ce qu'on pouvait croire. De la même façon, j'ai comparé donc les mesures d'association symétrique qui sont celles, donc là cette fois-ci ça va en haut. Plus le constituant va en haut, plus ça veut dire qu'il entre dans une relation symétrique avec l'autre constituant. Plus il va à gauche, plus il y a une asymétrie. Et vous voyez qu'ici dans mon graphe, il n'y a pas tellement d'asymétrie. Et plus ça va à droite, plus c'est productif. Donc on a une construction ici qui était très productive.
et on projette le réseau. On projette les données sous forme de réseau et on voit ici que le cœur constructionnel, c'est important, say, believe, mais également note. Donc on a un petit monde ici. Donc it's interesting to note that. On voit que interesting est attiré par note. Et la représentation en réseau nous permet de voir justement, je parlais tout à l'heure de pôle attracteur, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment vu dans la littérature. Vous voyez ici, on a véritablement des éléments, des points de convergence de la construction qui sont au centre. On voit toutes les flèches qui vont vers ces éléments qui sont les lieux de développement productif de la construction. Important, say, believe, easy, difficult, possible, hard, responsible, interesting. Et on a, par rapport à ce cœur productif, on a aussi des poches de développement qui sont connexes. Donc ici, on a une configuration dite petit monde avec un cluster très dense et qui est relié par une longue arête à d'autres clusters très denses. Alors, comme c'est assez nouveau, et c'est là où je me permets de vous poser des questions, c'est que je n'ai pas la réponse. Notamment, donc, quand on lit un petit peu la littérature technique sur les réseaux, c'est à la fois passionnant et effrayant. Parce qu'il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu quand vous modélisez un réseau. Quand vous en parlez à un scientifique pur et dur ou un ingénieur, et que vous arrivez en tant que linguiste, il a tendance à vous regarder avec des yeux ronds, vous dire mais pourquoi tu as besoin d'un réseau? Qu'est-ce que tu vas essayer de montrer avec ton réseau? Et ensuite, on commence à discuter de manière technique, après l'avoir convaincu, et là, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses. Et un des concepts les plus importants, c'est le concept dit de centralité. C'est-à-dire que vous pouvez représenter, enfin là, votre réseau ne va pas avoir la même forme en fonction de plusieurs mesures, dont la notion de centralité. J'en ai représenté 3 ici, c'est la centralité de degré, c'est-à-dire que vous pouvez très bien hiérarchiser vos nœuds en fonction du nombre d'arêtes qui y sont connectées. Il y a la centralité de vecteur propre, qui est probablement la plus utilisée, l'une des plus connues. Pourquoi? Elle va classer les nœuds en fonction des nœuds connectés auxquels ils sont eux-mêmes connectés. Donc en gros, c'est ce que Google utilise pour classer les pages web quand vous tapez une requête. Vous allez avoir les pages classées par ordre. Cet ordre, on peut se poser la question, mais comment ils font pour le faire? Justement, Google s'assure de vous donner les pages qui sont elles-mêmes les plus connectées à d'autres pages. C'est pas forcément la pertinence pour Google, c'est la connectivité. Et puis, vous avez la centralité d'intermédiarité qui classe les nœuds en fonction du nombre de fois où les nœuds agissent comme des points de passage, le plus long, le plus court chemin entre deux autres nœuds. Et en fait, on obtient des résultats radicalement différents, des classements de nœuds hyper différents en fonction de la mesure qu'on utilise. Donc là, j'ai comparé la centralité de degré, centralité de valeur propre qui est au milieu, et la centralité d'intermédiarité. On voit qu'on a véritablement des classements complètement différents. Par exemple, Say qui est en position numéro 1, qui n'apparaît normalement pas dans le milieu du tableau avec la mesure de centralité de vecteur propre, et la mesure d'intermédiarité qui est non plus. Et quand on essaie de projeter les réseaux, alors j'ai projeté cette fois-ci avec un autre outil que R, qui est Gephi. Donc ça, c'est ce qu'on obtient avec la centralité de degré propre. Donc on voit que Say est connecté à beaucoup d'autres nœuds qui sont eux-mêmes très bien connectés, de même que Possible, See, Good, Think, Know, etc. Et vous voyez que Assume, par exemple, qui est juste à côté, qui est ici, là, a une importance moindre. C'est-à-dire que Assume, finalement, c'est assez contre-intuitif. C'est-à-dire que plus le nœud est petit, plus il va être autonome. Et plus le nœud est gros, plus il va être interconnecté à des formes qui sont elles-mêmes aussi bien reliées. Donc ça nous donne des informations quand même sur la construction. Mais quand on change et qu'on passe par exemple à la centralité d'intermédiarité, on voit des résultats complètement différents. Donc Say, qui était tout à l'heure énorme, est tout petit, tandis que Assume, Reasonable, Suggest, Impossible, Believe, Easy, Think, etc. ont une importance décuplée par rapport à ça. Donc comme c'est assez expérimental, je vous avouerai que je n'ai pas fait le tour de ce que ça impliquait au niveau linguistique. Ça peut être intéressant, mais ça devient vite assez effrayant quand on voit toutes les possibilités qu'offrent les réseaux. C'est-à-dire que notre travail à nous, c'est pas tant de projeter des jolis réseaux, c'est d'essayer d'en faire sens linguistiquement. Et je pense que ça mérite une étude en tant que telle, que j'ai pas faite pour l'instant. Un petit peu de pub, vous m'excuserez. Tous les graphes, vous pouvez les reproduire avec le code qui est dans le livre, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre, mais si ça vous intéresse, de reproduire les graphes, vous m'écrivez, puis je vous enverrai le code avec les jeux de données.
J'en arrive au prolongement. Donc, les réseaux, ça fait partie de pour moi, c'est un outil intéressant dès lors qu'on peut le corréler. Je pense qu'on peut le corréler empiriquement aux thèses théoriques des grammaires de construction. Mais ce qui serait intéressant, c'est de faire un passage à l'échelle. Tous les réseaux que je vous ai présentés jusqu'ici, ce sont des réseaux que j'ai fabriqués. C'est-à-dire que vous faites une extraction de données, vous tabulez vos données, vous faites des comptages, vous calculez des mesures d'association statistiquement significatives, et après vous projetez votre réseau. Je me disais, tiens, ça pourrait être intéressant, c'est d'entraîner une machine, maintenant qu'on est à l'ère du deep learning, d'entraîner une machine à extraire des données et à essayer de, pas nécessairement envoyer des constructions préidentifiées, mais d'entraîner la machine à reconnaître des patrons à partir voilà, du web, de stocker ces patrons, de les comparer à des bases de données dictionnériques de patrons déjà reconnus et finalement de les projeter. Alors là, c'est le sens du projet UF, donc ça va être pour les 4 ans et demi qui restent à venir, c'est mon programme de recherche. Là, ça se fait en 2 étapes. Il y a une collecte supervisée pour l'instant d'unités plurilexicales, donc c'est un doctorant coréen dont je dirige les recherches qui met en place un algorithme qui va donc extraire des données à partir du web et va faire ce croisement avec des dictionnaires de manière à avoir une base de candidats possibles à des constructions. D'accord? Parce qu'on utilise des n-grams, on utilise des entités des données dictionnaires, des thésaurus, et puis on essaye d'entraîner une machine de manière à ce qu'elle nous ramène le moins de bruit possible. Cette étape-là, elle va servir à explorer ensuite de manière supervisée d'autres unités lexicales dans des corpus nouveaux. Et l'objectif serait de détecter des constructions en corpus de manière semi-supervisée dans le cas des grammaires de construction. Donc la première étape, je vous ai dit, donc s'il y a le travail de mon doctorant, j'ai 2 partenaires. En fait, l'idée est venue d'une discussion avec Peter Sokolowski qui travaille pour le dictionnaire Webster, où on s'était dit, ce serait intéressant de pouvoir mettre en ligne un thésaurus qui sorte un peu des sentiers battus, c'est-à-dire un thésaurus qui soit un peu plus réactif que les thésaurus des dictionnaires traditionnels. Et j'en avais parlé aussi à Sebastian Hoffmann de l'université de Trèves en Allemagne, qui cherche à améliorer les requêtes. Donc, par exemple, notamment les requêtes où il peut y avoir les mêmes mots, mais en fonction du sens, de l'ordre dans lequel ils apparaissent, ils n'ont pas le même sens, comme look up something par rapport à look something up en anglais. La deuxième étape, ce serait d'utiliser des représentations, enfin utiliser les constructions qu'on a collectées, les vectoriser à l'aide d'algorithmes de deep learning pour détecter des constructions inédites et les observer ensuite sous forme d'un réseau. Ça se ferait sur la base de grands corpus de l'anglais et de l'apprentissage ciblé. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des problèmes posés par les unités plurilexicales. On a commencé à en parler avec Alain ce matin, et au bout de 10 secondes, on était d'accord pour dire que c'était quand même un grand bazar. En tout cas, il y a un travail de défrichage à faire avant. Donc, je reviens sur la théorie des graphes et des grammaires de construction. L'application de la théorie des graphes à la linguistique, elle est bien entendu pas nouvelle, et c'est surtout pas ici que je dirais ça. Son application au grammaire de construction commence à ne plus l'être, mais il reste à maîtriser les paramètres mathématiques des graphes, de ces graphes. Et ce que j'en retiens pour l'instant, c'est que les réseaux sont une représentation adaptée pour rendre compte du continuum entre figement et non-figement, aborder la problématique de la productivité et notamment l'étude des propriétés sémantiques, donc du sens, des constructions. Et je trouve que c'est une piste d'étude fertile pour un deep learning raisonné. Et je vous remercie pour votre attention. Mon objectif sur les unités plurilexicales, c'est j'aimerais bien essayer de voir si on peut les détecter en corpus. Donc ça, l'idée est venue d'un article connu, pas forcément bien connu, de Ivan Sag et ses collègues en 2004, où il posait, donc il parlait des multi-word expressions, a pain in the neck for NLP researchers. Et il disait que c'était véritablement quelque chose d'assez complexe à extraire de manière automatisée. Et donc pourquoi c'est complexe? Parce que, bah, déjà l'inventaire des expressions plurilexicales est très vaste. Vous avez des expressions figées, donc ça c'est assez facile. Par exemple, by and large ou par A plus B en français, vous pouvez les extraire de façon très aisée en corpus. Il suffit de remplacer les espaces par par exemple des underscores. Donc ça marche très très bien. C'est ce qu'on appelle la Words with Spaces approach.
Mais vous avez aussi des syntagmes composés, donc par exemple en noir et blanc au programme Grand Voyageur. Et là, les difficultés apparaissent parce que quand vous avez Grand Voyageur, bah, si vous remplacez l'espace par un underscore, ça marchera pour carte Grand Voyageur, mais quand vous parlez de quelqu'un, ça ne marchera plus. Vous n'aurez plus le même sens. Donc c'est un grand voyageur n'a pas le même sens qu'un grand voyageur. Grand voyageur, c'est un adjectif, parce que dans c'est un grand voyageur, vous avez un ensemble qui ne se réduit pas justement à un adjectif unique. Vous avez des entités nommées qui posent des problèmes. Donc là, en fait, ce sont des problèmes qui sont très communs en TAL. Vous avez donc The Oakland A's, qui est mon équipe de baseball préférée, ou l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, où là, la variabilité pose problème parce que The Oakland A's, comment vous faites pour reconnaître l'expression dans un corpus? Ça peut être parfois The Oakland A's, mais parfois, vous allez voir dans un article The A's ou Oakland qui vous renvoyer à la même entité, alors que vous n'avez pas du tout la même forme. Le problème des verbes légers, have a drink, ça marche. Have an eat, en anglais, ça marche pas bien. En fait, j'ai mis une étoile, j'aurais pas dû mettre une étoile. J'ai trouvé une occurrence de have an eat. Mais c'est très très rare, et ça n'apparaît que dans les cas où, donc let's go and have an eat, ça marchera que dans les cas où c'est ponctuel et rapide, et pas habituel. D'accord. Have a drink, ce sera un peu plus différent. Make, en anglais, you make a mistake, pas do a mistake. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver ces constructions à verbe léger, sachant que, bah, c'est tellement léger que des fois c'est juste invisible. Les colocations, donc comment est-ce qu'on fait aussi pour extraire une colocation figée et reconnue, comme par exemple emotional baggage, le bagage émotionnel, ça marche pas avec emotional luggage. Comment est-ce qu'on fait pour deviner ces constructions? Donc ça pose problème quand vous essayez de détecter des expressions qui sont de la même famille. Et puis vous avez les constructions à plusieurs places instanciables, où vous avez toujours un décalage entre la précision et le rappel, où là une phase d'apprentissage est nécessaire. Donc je donne l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, happy as a child, qui peut à la fois dire être heureux comme un enfant ou heureux quand on était enfant. Donc je m'étais dit, au moment où j'avais fait mon projet UF, bah c'est très bien, il y a le deep learning, on va pouvoir faire de l'apprentissage, puis ça va tout régler, ça va être très facile. Et c'est pas du tout le cas. Parce que notamment donc je sais pas si j'imagine que vous avez entendu parler du deep learning, notamment de Word2Vec qui est apparu en 2013 et que tout le monde se met à essayer, que j'ai essayé aussi, et son concurrent de Stanford qui est Glove. Et quand c'est sorti, en fait, j'étais avec un collègue mathématicien qui m'a dit: «C'est extraordinaire, faut qu'on essaye ça». Donc sur la base d'un apprentissage de corpus de plusieurs milliards de mots, ben, vous allez projeter, enfin, les mots vont être vectorisés en fonction du voisinage dans lequel ils apparaissent, et à partir de ce profil vectoriel, bah, une fois que vous projetez les mots sur un espace à 2 dimensions, vous allez avoir des tendances sémantiques qui émergent. Et j'avais essayé, d'ailleurs je peux vous montrer, donc c'était sur l'autre, là, c'est sur la clé USB, normalement oui. J'avais fait tourner Glove sur 2 corpus, le BNC et Globe, qui est un corpus énorme de plusieurs milliards de mots. J'avais choisi différentes dimensions, parce que on est vraiment dans le bidouillage quand quand on se met à faire travail sur ça, sur la vectorisation des mots. Et voilà, j'avais notamment, c'était dans le cadre d'une étude je comparais 2 constructions, les constructions en Quite, oui, oui, 100 millions de mots, ouais. Vous travaillez là-dessus? Ouais? Oui, il faudrait qu'on en reparle vraiment, qu'on prenne le temps d'en parler parce que c'est une vraie question. Comment paramétrer l'apprentissage? Pas que dans le cas du deep learning d'ailleurs, mais en tout cas, ça se pose vraiment avec beaucoup d'acuité dans le cas de Word2Vec et de Glove. C'est-à-dire, pour l'instant, très honnêtement, ça me gêne de dire ça sans avoir fait d'exposé avant. Mais on est dans une phase de bidouillage. C'est-à-dire qu'on a tellement de paramètres à prendre en compte que quand on travaille sur des données linguistiques, on n'est pas du tout dans la même logique que si on travaille sur la classification de tweets ou la classification d'images ou la reconnaissance
de signal auditif. Vous travaillez sur quel domaine? Je travaille avec Alain sur les réseaux lexicaux et on se pose des questions sur la désambiguïsation en sens lexicaux. Et, mais je m'intéresse vraiment depuis pas très longtemps à la question des vecteurs, mais j'ai ce problème de si on travaille sur des très gros corpus, bah déjà on n'a pas de très gros corpus désambiguïsé en unité lexicale. Et, euh, et même si on en produit automatiquement, on n'a pas la possibilité d'aller justement savoir précisément ce qu'on fait, ce qu'on a en termes linguistiques. C'est très compliqué de travailler sur des énormes quantités de données comme ça, Oui. en sachant précisément, en étant sûr de la qualité de la ressource sur laquelle on s'entraîne. Oui, en fait, dès que vous commencez à travailler là-dessus, vous vous rendez compte que vos réflexes de travail sont pas les mêmes que celles des ingénieurs. Pour l'instant, le deep learning, je pense que c'est une science de l'ingénieur. C'est pas encore une science qui intègre. Et quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif. C'est-à-dire que c'est véritablement quand les premiers modèles de Word2Vec ont été proposés, un peu moins ceux de Glove, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de linguistes qui travaillent sur Glove. L'idée sous-jacente qui fait rire tous les linguistes, c'est de se dire on va entraîner l'algorithme sur le corpus le plus gros possible. S'ils ont 200 milliards de mots, comme c'est encore, je crois que c'est le cas maintenant, il y a les proximités sémantiques, c'est-à-dire que la qualité des vecteurs va être telle qu'on va avoir un sens général de chaque mot qui va émerger, ce qui est une aberration pour nous. Parce que le sens général, qu'est-ce que c'est? Ou un sens neutre. Il y a un sens neutre, c'est-à-dire toutes les particularités des contextes locaux dans lesquels les mots ont été trouvés à chaque fois. Ça va être, voilà, ça va s'évaporer au profit de proximité lexicale. C'est-à-dire que le but, une fois que vous avez un tableau avec des vecteurs, c'est de le projeter avec voilà, une méthode comme TSNI, par exemple. Vous allez représenter les mots sur un espace à 2 dimensions. Et puis, en gros, les mots proches, plus ils sont proches dans l'espace, plus ils ont des sens proches. Le fait est que vous trouvez beaucoup d'antonymes, puis il y a le problème de la polysémie, il y a le problème de l'homonymie, il y a le problème des entrées différentes. Donc ça, par exemple, c'est un exemple concret. Donc voilà, donc l'étude, c'était quite et rather. Je voulais voir un petit peu quels adjectifs étaient modifiés par chacun de ces adverbes dans plusieurs configurations syntaxiques. Parce qu'il y a construction préadjectivale, prédéterminantale, il y a plusieurs choses comme ça. Donc j'avais un tableau de données ici qui est très classique, qui venait d'une extraction du BNC. Et j'avais, pour chaque adjectif, j'avais mis le profil vectoriel des adjectifs. Donc j'avais mis ici, je crois que c'était 300 dimensions. Pour répondre à votre question, donc 100 millions, oui, c'est ça, j'ai répondu. 100 millions, c'est la taille du corpus. Et si je voulais revenir là-dessus, sur la science de l'ingénieur, c'est-à-dire que les ingénieurs veulent un corpus qui est le plus gros possible. Nous, en linguistique, on se rend compte qu'on obtient des résultats qui sont super intéressants avec des corpus assez petits. Pourquoi? Parce qu'il y a la coloration du corpus qui apparaît. C'est-à-dire que nous, on ne va pas essayer de dépasser le biais thématique, sémantique du corpus. Et je ne recommande pas justement d'utiliser des corpus nécessairement monstrueux pour faire de l'apprentissage avec ces méthodes-là. Pour l'instant, c'est la voie dans laquelle je m'oriente. Je ne cherche pas le corpus le plus gros possible. Je cherche au contraire, vous voyez, tous les paramètres que vous pouvez changer avant de lancer un apprentissage, je vois ça comme des boutons. En fait, le problème, c'est quand vous touchez un bouton, ça affecte la position des autres, donc on devient vite fou. Et quand je disais que c'est du bidouillage, on est vraiment à l'ère du bidouillage pour l'instant. C'est-à-dire que c'est, pour en avoir discuté avec d'autres collègues qui font de l'apprentissage, sur du deep learning avec Word2Vec, on essaie de comprendre ce qui se passe. Pour l'instant, on en est à la phase de test, c'est-à-dire qu'on essaye, on lance des apprentissages, on regarde la qualité de l'apprentissage à chaque fois, et sans savoir comment faire pour améliorer l'apprentissage. Donc là, j'avais projeté ensuite un graphe. Donc il est assez monstrueux ce graphe. Je vais zoomer. Mais là, vous voyez tous les adjectifs qui sont colorés en fonction de la construction dans laquelle ils apparaissent. J'ai vraiment essayé de rester dans ma zone de confort, hein, de rester dans un cadre constructionnel, et puis d'essayer de voir ce qu'on avait. Alors on obtient des choses qui sont vraiment intéressantes, enfin des choses qui font sens. Donc sur la base d'un petit corpus, c'est 300 dimensions seulement. Les ingénieurs qui se font plaisir en deep learning, eux, ça peut aller jusqu'à 1000 dimensions, 2000 dimensions. Moi, j'étais resté sur un petit corpus et quelques dimensions. Et donc, je vois effectivement, il y avait indispensable et essential, safe and dangerous. Là, ici, j'ai des antonymes qui sont côte à côte. Adequate, inadequate, unlikely, improbable. Donc là, on a aussi des synonymes. Ça, j'en ai parlé. Mais on a quand même, c'est quand même un peu le bazar.
lighter, heavier, heavy. J'ai pris quelques exemples au hasard de choses qui faisaient sens, mais pas nécessairement au niveau constructionnel. Donc l'autre problème de ces apprentissages, et c'est la raison pour laquelle je vous parlais des expressions plurilexicales, mon but c'est d'essayer d'extraire le maximum de constructions possible, de manière à avoir le thésaurus de construction le plus grand possible, de manière à pouvoir régler le problème des words with spaces, c'est-à-dire de pouvoir dire, de pouvoir reconnaître, voilà, dans tel corpus, j'ai reconnu, il y a telle construction, et c'est pas les mots individuels de ces constructions que je vais entraîner, ça va être cette construction définie comme un tout. Et pour l'instant, avant de lancer le deep learning, je me retrouve finalement à des problèmes très anciens, qui est le problème de délimiter une construction dans un corpus. Et c'est la phase sur laquelle mon doctorant est en train de travailler. Donc le doctorant a travaillé sur un outil, un parseur qui sur la base d'un entraînement maintenant ajoute, vous savez, vous avez les étiquettes traditionnelles, donc les parts of speech, et donc il a créé une autre étiquette, qui est l'étiquette multi-word expression, qui vous permet, quand vous cliquez dessus, de voir la composition de l'expression plurilexicale et puis de la relier à d'autres expressions. Bon, c'est pas encore parfait, hein, et il ne réglera pas le problème d'ici à sa soutenance. En tout cas, voilà, on est en train de travailler à cet outil-là et à l'entraîner de manière à faire d'un meilleur apprentissage par la suite. 4 ans, ça suffira pas, hein, en tout cas, c'est intéressant de travailler sur ces problématiques-là. Surtout dans l'optique des grammaires de construction. Vous voyez, j'ai toujours cette idée de construction comme une grille d'analyse. Oui, il y a un micro là-bas. Alors, moi, je viens du domaine du traitement automatique des langues. Et donc, je travaille beaucoup sur les expressions polylexicales. Donc, je confirme, hein, SAG, la référence SAG est extrêmement... Enfin, c'est la référence la plus citée dans le domaine, dans la communauté des expressions polylexicales. Mais dans vraiment, le traitement automatique des langues, c'est vraiment la je plus me suis fait citée. taper sur les doigts pour l'avoir au labo, pour avoir justement utilisé cette référence-là, où on m'a dit non, c'est pas une référence clé. Alors, moi, je parle au niveau quantitatif, D'accord. c'est la plus citée. Il n'y a pas un article de traitement automatique des langues sur les expressions polylexicales qui ne cite pas ça. Donc, je ne sais pas si linguistiquement c'est bien, mais en tout cas, toute la typologie que vous avez citée là est tout à fait connue dans le traitement automatique, du côté du traitement automatique des langues. Et donc, ce que vous faites, c'est vraiment très, très intéressant. Je vous remercie. Et je vous invite peut-être voilà, cette histoire de découverte des expressions polylexicales. Il y a énormément de travaux sur le sujet dans la communauté. Oui, bien sûr, Carlos Ramich, voilà, on essaie de travailler là-dessus. Et notamment les word embedding. Exactement, donc word embedding, la difficulté, c'est que ça marche très bien. En fait, en gros, ça marche très bien. Et c'est la raison pour laquelle le buzz me gêne beaucoup. C'est que ça marche très bien. C'est intéressant au niveau du mot isolé. Dès que vous essayez d'aller dans le plurilexical, ça devient le bazar. Donc on en est en train de se dire, alors comment est-ce qu'on fait pour calculer pour déterminer le profil vectoriel d'une expression plurilexicale? Est-ce qu'on fait de la multiplication du profil vectoriel? Est-ce qu'on fait de l'addition? Est-ce qu'il y a autre chose? Et là, pour l'instant, on est encore en phase de tâtonnement. Je suis absolument d'accord, on est dans l'ingénierie actuellement. Dans l'ingénierie, mais justement, c'est qu'il y a dans pas mal d'articles que j'ai lus, il y a alors j'aime bien, je trouve ça intéressant, je trouve ça effectivement, je pense que c'est nécessaire dans l'ingénierie de faire toujours des évaluations, d'évaluer par rapport à un gold standard et ce genre de choses. Mais il y a parfois des raisonnements ou des problèmes sur lesquels ils butent, qui sont des problèmes de base en linguistique, et on se dit c'est dommage, parce qu'on voit bien dans cette étude, il n'y a pas eu de linguiste qui est intervenu. Ils ont travaillé sur des mots, sur des expressions, mais on sent qu'il n'y a pas eu un linguiste pour donner son intuition, ou mettre en garde, ou infléchir justement dans une direction ou dans l'autre. Et je trouve ça assez difficile. Pour l'instant, quand j'essaie de trouver des partenaires pour le projet, d'ailleurs, c'est un appel ouvert, hein, c'est-à-dire si vous voulez qu'on travaille, si vous voulez bien de moi pour qu'on travaille sur ces thématiques-là, c'est avec grand, grand plaisir. Mais je pense qu'il faut vraiment refaire un travail qualitatif avant de lancer des apprentissages. C'est-à-dire et notamment l'article de SAG me plaît parce que on est quoi? On est donc 14 ans après la publication de l'article, on en est toujours finalement. Cet article est encore d'actualité. Notamment, à moins de constituer un thésaurus, à moins de faire quelque chose qui est complètement supervisé et de délimiter votre objet d'étude. Donc là, par exemple, mon doctorant
en l'occurrence, avait commencé à tirer la langue parce qu'il voyait tous les problèmes qui émergeaient. Il avait essayé de faire tout le catalogue de SAG et d'essayer de le régler un par un dans son algorithme, sachant que son algorithme, c'est une version modifiée de l'algorithme de Carlos Ramich sur la détection des expressions plurilexicales. Au bout d'un moment, il tirait la langue, je dis bon, on va se calmer, on va travailler dans un cadre un petit peu plus restreint. Donc là, il travaille sur les constructions d'intensification en français, où il y a une collègue qui a fait un répertoire d'une trentaine de patrons syntaxiques. Où là, il va pouvoir justement faire un entraînement beaucoup plus ciblé, beaucoup plus supervisé. C'est une question, enfin, disons qu'on peut en discuter, mais moi je ne crois pas du tout au côté non supervisé qu'on nous vante dans Word2Vec et dans Glove depuis le début. Ça ne peut pas marcher. Mais encore une fois, je dis ça à des linguistes, donc c'est évident. Mais je ne trouve pas ça stressant de voir tout le buzz qu'on fait autour d'une technique. On nous vante que ça va tout révolutionner. Ça marche pour le poker, ça marche pour le Go, ça marche pour la reconnaissance du signal sonore. Oui, bien sûr, ce sont des choses qui sont faciles à traiter, entre guillemets, hein, faciles pour ce type d'algorithme. Mais dès qu'on rentre dans le sens, dès que vous essayez de travailler sur ne serait-ce que la polysémie ou même l'homonymie, ça devient tout de suite très difficile. Et quand vous rajoutez en plus une strate formelle qui consiste à dire bah, moi j'ai travaillé sur des expressions plurilexicales, exponentiellement le problème devient encore plus difficile. Alors, il y a des expériences actuellement de créer des word embeddings, des plongements lexicaux par sens de mots, de plus en plus. Donc, je n'y connais Par pas sens de grand-chose. mots. Par sens de mots, voilà. Ça se fait de plus en plus. C'est la tendance actuelle en traitement des langues. Je ne travaille pas sur ce domaine-là, mais je sais que on va là-dessus. D'accord. Donc, je sais que c'est assez récent. Hein. Oui, c'est même c'est à la fois stimulant et hyper angoissant de commencer à travailler dans une piste et au bout de 3 mois, il y a un article ou des articles qui sortent qui nous disent non, il faut aller dans l'autre direction, donc on est un petit peu trimballé à droite à gauche. C'est assez angoissant. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur votre analyse des approches non supervisées. Quand on regarde en détail ce qui en ressort, c'est dramatique. Merci beaucoup pour votre attention.